Bonjour à tous. Bonjour, alors est-ce que les gens se connectent? Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire dédié aux messageries sécurisées de santé dans le secteur médico-social. Comme pour tous les webinaires, le support sera mis en ligne dans les prochains jours et vous recevrez le replay par mail directement après la fin du webinaire. Il sera également mis en ligne. Vous avez un onglet chat, mais vous avez aussi un onglet questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions dans cet onglet dédié et on prendra du temps pour y répondre. Mathieu, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Bonjour à tous. Comme tu l'as dit, bienvenue dans ce webinaire dédié donc à MS Santé et au secteur du médico-social et social. Aujourd'hui, on va représenter un peu pour les personnes qui n'auraient pas encore vu MS Santé, ce à quoi ça correspond. On va représenter MS Santé, les actions qui sont menées et puis avec quelques cas d'usage qu'on vous présentera. Donc, sont avec moi Claire Boud, qui est chargée de projet au sein de l'association Phare 83, qui présentera justement un peu son retour d'expérience sur le sujet MS Santé et comment elle a pu mettre en place la messagerie sécurisée de santé. Également Médisine qui intervient qui intervient au niveau de l'ANS sur l'équipe médico-sociale et qui présentera aussi les grandes actions au niveau, avec la feuille de route un peu plus large au niveau du médico-social. Et enfin, je termine par moi-même. Donc, je suis Mathieu Souza et donc je fais partie de l'agence du numérique en santé et donc en tant que chef produit de MS Santé et plus particulièrement, j'interviens ici dans le déploiement de MS Santé sur le médico-social. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, donc l'idée, c'est de vous passer cette petite vidéo-là pour vous présenter les retours sur les temps forts qui ont rythmé l'année 2021, les quelques records qu'on a eus en termes d'usage et les différentes actions qu'on a pu mener. Je te laisse la main pour lancer la vidéo. Ton micro est coupé, Mathieu. Ouais. Oui, voilà. Et voilà, donc ce petit interlude, effectivement, beaucoup de choses en 2021 et beaucoup de choses en 2022 sur le sujet MS Santé. Alors, le déroulé d'aujourd'hui pour que notre ordre du jour, donc qu'est-ce que MS Santé? On va rentrer un peu dans
qu'est-ce que finalement ces échanges sécurisés via MS Santé, comment est-ce qu'on le rejoint? Où est-ce que MS Santé s'intègre dans le Ségur, effectivement, le Ségur du numérique, Ségur de la santé volet numérique, dont vous avez sans doute entendu parler. Ce retour d'expérience de SMS, effectivement, qui sera mené par Claire. Les actions MS Santé engagées dans le médico-social, donc on parcourra la feuille de route de cette année et nos différentes ambitions pour l'année 2022 et on passera sur un temps d'échange questions-réponses comme d'habitude. Donc n'hésitez pas dès le début dans le chat. Alors peut-être pas dans le chat directement, mais vous avez normalement un lien pour un petit bouton pour cliquer sur questions, donc vous pourrez le faire à côté. Eh bien, ce que je propose, c'est qu'on rentre directement dans le vif du sujet avec qu'est-ce que MS Santé au final. Donc, ce que j'aime bien dire souvent pour que ça soit facile de compréhension pour tout le monde, c'est que MS Santé n'est pas une messagerie. MS Santé, c'est un ensemble de messageries sécurisées de santé qui effectivement sont labellisées ou qui ont contractualisé, qui garantissent une interopérabilité entre elles. Donc ces messageries-là, elles se destinent à des professionnels habilités dans un premier temps, effectivement. Donc, il y a une liste de professionnels au niveau légal qui sont habilités à échanger des données de santé de manière dématérialisée et structurée, entre eux, mais également avec l'usager via Mon Espace Santé désormais. Donc, il y a 3 points qu'il faut voir de ce que permet MS Santé, effectivement, c'est assurer la sécurité des échanges de données personnelles de santé entre professionnels habilités et avec l'usager, évidemment, favoriser l'interopérabilité de l'ensemble des messageries sécurisées et ainsi une communication possible entre tous les professionnels habilités, quel que soit leur outil. Ça, c'est un point important de comprendre, c'est que finalement, MS Santé, c'est un protocole, c'est un référentiel, c'est un standard. C'est comme si MS Santé n'existait pas, si on fait la traduction dans le milieu classique des messageries, c'est comme si Gmail ne pouvait pas échanger avec Yahoo, enfin avec les adresses Yahoo. Donc, en fait, c'est simplement de pouvoir que votre adresse de messagerie au sein de votre opérateur, on viendra dessus ensuite, puisse échanger avec n'importe quel autre outil de messagerie par ailleurs. Et enfin, ça permet un gain de temps, évidemment, parce que, évidemment, à l'heure du papier, à l'heure ou même de la non-communication totale parce que les liens ne se font pas, avoir une communication instantanée via le numérique, ça permet effectivement de gagner du temps dans la prise en charge et de simplifier les échanges entre les professionnels. Hop, voilà. Ah, j'ai cliqué une fois de trop. C'était quoi c'était les usages et l'équipement. Donc quelques éléments au niveau chiffré, puisqu'on entend souvent, mes interlocuteurs n'ont pas MS Santé, il n'y a pas beaucoup d'usages, etc. On va revenir justement sur cette question-là et on remarque que dans les établissements de santé aujourd'hui, 84% des établissements de santé sont en capacité d'échanger des messages MS Santé et d'en recevoir. On a 54% des professionnels de santé libéraux, 77% des laboratoires de biologie médicale et aujourd'hui environ 36% des EHPAD. Ce qu'il faut savoir, c'est des données d'avril 2021. On est en train de travailler sur les indicateurs pour avoir des données encore plus précises sur le médico-social. Et en termes d'usage, c'est l'année de tous les records. L'année dernière, effectivement, on a franchi cette barre symbolique des 10 millions de messages émis au mois. Donc, on a franchi cette barre en octobre dernier. On l'a refranchi en décembre. Et là, on a également des très bons chiffres pour janvier. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a eu une progression linéaire depuis décembre 2016 et on fait environ plus 100% d'usage par an. Donc ça, c'est des éléments. On voit que c'est un projet, donc il y a de plus en plus de professionnels équipés, il y a de plus en plus d'usage par les professionnels. Le cadre légal, comme je vous le disais, il y a la notion de professionnalisation à échanger des données de santé. Il y a 2 articles qu'il faut connaître. C'est des articles à minima qu'il faut connaître dans le sujet MS Santé et qui définissent, qui encadrent l'échange de données de santé. En tout cas, c'est les premiers outils qu'on utilise, nous, pour instruire une demande d'échange. C'est qu'il y a le premier qui définit donc l'article L1110-4 du Code de la santé publique qui définit effectivement les modalités d'échange. Donc effectivement, c'est des modalités d'échange entre professionnels habilités. Aujourd'hui, il y a Mon Espace Santé qui se rajoute à ça, mais ça fait partie d'autres textes. On y reviendra sur d'autres textes. Et seules les informations strictement nécessaires à la coordination, à la continuité des soins, à la prévention et au suivi médico-social et social peuvent être échangées.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et en tout cas, c'est l'interprétation qu'on en fait nous aujourd'hui. Après, c'est un texte de loi, nous on le prend tel qu'il est aujourd'hui, on en fait une interprétation. Mais évidemment, si d'autres textes viennent amender ces éléments-là, on les prendra évidemment en compte. Mais ce que ça veut dire, c'est que globalement, on peut quasiment tout échanger sur MS Santé tant que ça concourt à la prise en charge du patient d'une manière sanitaire, médico-sociale, sociale, prévention, etc. Ce qu'on exclut un peu de base, mais la frontière est un peu floue et c'est pour ça qu'on étudie à chaque fois les cas d'usage qui sont demandés, c'est potentiellement les échanges liés au financement, à la rémunération, au remboursement des soins. Cela, effectivement, il y a déjà d'autres plateformes qui sont mises en place à ce sujet-là et c'est pour ça qu'on les exclut des cas d'usage. Mais effectivement, la plupart des autres échanges peuvent être réalisés sur MS Santé. Et donc, évidemment, le patient doit être informé. Donc, ce n'est pas une note de consentement éclairé qu'on demande qui doit être signée par le patient, c'est juste une information. Le patient peut exercer son droit d'opposition, mais en gros, finalement, des affiches qui précisent dans la salle d'attente ou dans les locaux qui précisent que vous utilisez MS Santé et que le patient ça suffit à et on a un autre article sur lequel on se base, mais là encore, on reviendra sur ces deux articles de base, mais il peut y en avoir d'autres. C'est un article, le R1110-2, qui cite les professionnels habilités à échanger. Donc, on retrouve évidemment les professionnels de santé, mais on retrouve dedans aussi beaucoup de professionnels du médico-social et social ou de la prise en charge. On note les professionnels à usage de titre, chiropracteurs, psychothérapeutes, psychologues, ostéopathes. Donc, ces quatre catégories-là. Et puis, on retrouve également les assistants de services sociaux, les accompagnants éducatifs et sociaux, les assistants maternels. On retrouve beaucoup d'autres acteurs. On peut même retrouver l'ensemble des acteurs qui participent à la méthode Maya, par exemple. Quand on disait qu'il y a deux articles, voilà, si on veut faire le donc on retrouve, là on vous a mis le détail et il y a un certain nombre d'acteurs qui peuvent être éligibles. On conseille effectivement d'y aller, de comprendre aussi ces articles de loi parce que finalement beaucoup d'acteurs sont légitimes à échanger des données de santé dans l'espace de confiance MS Santé. Et donc l'idée c'est surtout de se dire est-ce que mon cas d'usage est nécessaire à l'utilisation d'une messagerie sécurisée de santé. Et à ce moment-là, si vous êtes légitime à échanger des données de santé par rapport au cas d'usage que vous nous présentez, alors il n'y a pas de souci. On y reviendra, mais on est en train de travailler justement sur la partie enrôlement de ces nouveaux professionnels qui ne sont pas professionnels de santé. Et l'idée, c'est de voir aussi de créer des rôles pour ces professionnels-là qui ne seraient pas aujourd'hui éligibles. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est nos textes sur lesquels on s'appuie. Mais si jamais vous avez un texte qui encadre votre fonction, qui encadre vos actions et de vos actions de prise en charge, et si dans ce texte, évidemment, il est écrit que vous avez le droit d'échanger des données de santé via une messagerie, ou vous avez le droit d'échanger des données de santé, alors évidemment, vous êtes également éligible à MS Santé. Cela va de soi parce que ce n'est pas une opposition des textes, c'est véritablement un ensemble du corpus des textes qui permet de donner l'éligibilité. Si je passe ok, parfait. Je vais prendre la main pour éviter que… donc, comment fonctionne MS Santé aujourd'hui? En gros, de la même manière qu'on peut imaginer un opérateur téléphonique ou un opérateur ou un fournisseur de services de messagerie classique, un Gmail ou autre, on a MS Santé qui est composé d'opérateurs qui portent des services de messagerie sécurisés conformes à différents référentiels. Et ces services, ils sont distribués auprès des utilisateurs finaux, que ce soit un professionnel, une structure, peu importe, tant qu'il est éligible évidemment. Et donc, ces opérateurs, ils peuvent être de nature différente. On peut retrouver évidemment des établissements de santé qui portent leurs propres services de messagerie, comme historiquement. On peut retrouver des industriels, on peut retrouver des régions, on peut retrouver même aussi l'État avec le service Mailise. Et donc, tous ces acteurs-là peuvent communiquer entre eux, tous ces opérateurs peuvent communiquer entre eux. En tout cas, ils ont les tuyaux qui sont faits pour communiquer ensemble. Il y a deux référentiels qu'il faut connaître. Un référentiel à destination de ces opérateurs qui ressemble tous les éléments et un référentiel à destination des éditeurs qui, en gros, ce référentiel permet à l'éditeur de votre solution de votre solution métier d'intégrer MS Santé et de faciliter les échanges en les intégrant directement dans votre outil métier.
Et donc, pour, par exemple, une structure, si on s'adresse plutôt effectivement aux établissements de santé, aux structures médico-sociales, aux grands organismes gestionnaires, ou les petits évidemment, il y a deux façons d'aborder le sujet MS Santé au niveau d'une DSI. Soit on peut effectivement devenir opérateur soi-même et ainsi gérer sa propre solution de messagerie, donc on appelle ça le mode internalisé. Et donc l'idée, c'est effectivement, vous hébergez vos propres données, vous avez acheté un connecteur qui permet de vous connecter à l'espace de confiance et vous avez signé un contrat avec l'ANS. Il y a une deuxième solution, c'est effectivement de passer par une solution externe, donc c'est l'externalisation, et là on passe par un opérateur tiers, c'est les fameux industriels qu'on a vus tout à l'heure. Et donc l'idée c'est de pouvoir et donc là vous déléguez effectivement la gestion de vos boîtes, l'hébergement, la gestion technique. Vous n'avez pas besoin de signer un contrat avec l'ANS, l'opérateur tiers qui aura signé un contrat avec l'ANS. Et le résultat sera sans doute le même, effectivement, il y a peut-être moins de charges, mais ça peut être plus cher à terme. C'est pour ça que pour les grosses structures, c'est mieux d'internaliser, mais pour les petites structures, c'est mieux d'externaliser et de se renseigner auprès de son éditeur, de sa région, ou même auprès de nous, pour pouvoir rejoindre l'espace de confiance. Au final, le résultat sera le même parce que l'idée, c'est d'avoir des boîtes mail qui sont composées de manière très classique, comme les boîtes, c'est basé sur les mêmes protocoles, mais en version sécurisée que ce qu'on connaît actuellement, à savoir des boîtes donc avec un préfixe qui peut être le nom, prénom et arrobase churins.mssanté, qui peut être aussi une boîte régionale avec paca.mssanté.fr ou une boîte de l'opérateur Médise avec le nom de votre fonction, de votre rôle.mssanté.fr. Si on va justement dans ce détail des boîtes, pour bien, on a loupé le détail des boîtes juste avant, je crois. Voilà, pour bien comprendre. Donc on a les boîtes nominatives. Donc on a trois types de boîtes dans l'espace de confiance. On a les boîtes nominatives, donc c'est des boîtes personnelles qui vont se composer du prénom.nom @xxx.mssanté.fr. Donc là un exemple, prénom.nom @chupo.mssanté.fr. Donc elles sont pour les déclarer, ces boîtes-là, il faut un numéro RTPS ou ADI, ou RTPS+, évidemment, et éventuellement le nom de la structure. Ça permet de rattacher la gestion de cette boîte-là à une personne qui est responsable de l'usage des données de cette boîte-là et également à sa structure. On a des boîtes organisationnelles, des boîtes de services ou des boîtes fonctionnelles selon le type qu'on peut avoir. Et donc, effectivement, ces boîtes aux lettres, elles sont accessibles par plusieurs professionnels. Ça permet de mieux partager l'information en cas d'absence d'un des professionnels, en cas de coordination des soins, effectivement. Et donc là, ces boîtes-là, elles sont rattachées à une structure qui est dans l'annuaire également. Donc, l'annuaire santé, annuaire-santé.fr, qui permet effectivement donc de rattacher cette boîte-là à une structure qui en est responsable. Et donc, l'idée, c'est d'avoir cardiologie @chu-po.mssanté.fr, mais on peut retrouver ça pareil sur dac@paca.mssanté.fr. Et enfin, la boîte applicative, c'est une boîte qui a pour objectif d'échanger de machine à machine. Normalement, il y a aucun être humain qui doit accéder à cette boîte-là. C'est évidemment pour échanger des données structurées, par exemple, des données qui ne sont pas donc on a des règles dans MS Santé qui indiquent que tout message doit pouvoir être lu par un être humain si jamais il y a un problème. Mais effectivement, ces boîtes-là ont pour objectif d'envoyer des messages directement de machine à machine. Et l'idée, c'est de pouvoir intégrer facilement des comptes rendus dans votre outil métier, par exemple, via une boîte applicative. Et donc, c'est souvent des boîtes, les fameuses boîtes no reply qu'on peut retrouver dans le système classique, ou ne pas répondre, etc. Voilà sur l'organisation des boîtes. Alors, pour intégrer l'espace de confiance, il y a 3 questions qu'il faut se poser. Effectivement, on a fourni un guide d'éligibilité, effectivement, pour savoir comment rejoindre l'espace de confiance. Il y a déjà se poser la question de quel est mon usage? Est-ce que cet usage-là nécessite l'échange de données de santé? Il faut cibler les professionnels internes et externes concernés. Donc, évidemment, c'est
l'échange, c'est entre deux professionnels ou deux structures. Donc, effectivement, il y a une notion de qui échange dans mon organisation avec quel acteur d'une autre organisation. Il faut toujours voir ça en binôme. Définir le modèle organisationnel, les flux qui seront mis en place, formaliser ses besoins de manière concrète. C'est important de pouvoir en amont parce que ça, même si c'est un outil technique, ça reste un projet organisationnel. Il faut bien le décrire avant. Donc ensuite, comment on intègre l'espace de confiance? Donc c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure, c'est soit on devient opérateur et on met en place sa propre solution, soit on fait appel à un des opérateurs tiers sur les offres que l'on connaît, et donc d'externaliser sa solution pour ouvrir des boîtes. Et donc tout l'opérateur tiers va pouvoir vous accompagner pour créer les boîtes, déclarer, intégrer si possible les messageries dans les outils métiers. Et enfin, c'est important de ce qu'on a pu voir au fur et à mesure, ce qui est important, c'est de pouvoir être accompagné parce que même s'il s'agit que d'une messagerie, parfois elle interfère ou elle s'accompagne aussi d'autres outils numériques comme le DMP, comme les outils e-parcours, etc. Et c'est intéressant de pouvoir être accompagné par des partenaires, effectivement, qui connaissent bien la démarche, qui peuvent aussi vous renseigner sur les notions juridiques autour de l'échange de données de santé, qui vous aident aussi d'un point de vue technique. Et donc, vous pouvez passer soit par votre région, soit par l'ARS, soit par le GRAD, effectivement, ces groupes d'appui, ces groupes régionaux d'appui au développement de la e-santé, donc qui sont les bras techniques des ARS, soit évidemment vous renseigner auprès du directeur de votre structure pour qu'il fasse les démarches d'intégration à l'espace de confiance. Comment on fait? On prend les questions à la fin, c'est ça, Elodie ou Justine? Et comme ça, je laisse la Oui, parole. j'ai vu dans les slides qu'il y avait une slide de questions-réponses à la fin, donc je vous propose d'enchaîner, puis on prendra tout au même moment. Ok, eh ben, très bien. Donc, je crois que je laisse. Donc là, c'est MS Santé dans le Ségur, donc c'est toujours à moi, si je ne me trompe pas. Alors, MS Santé, il faut savoir donc dans le Ségur. Le Ségur du numérique, petit rappel pour ceux qui n'auraient pas eu l'information sur le Ségur du numérique, c'est toujours important que. Ah, c'est Mehdi qui doit faire ça, Justine? Tu me dis? Bah, si tu veux, Mehdi, il n'y a pas de problème. J'ai pas ouvert la slide de répartition des paroles. Mais... Pas de problème. Je t'en prie. Alors oui, c'était pour vous faire un petit rappel du Ségur et comment la MS Santé s'intègre dans ce programme. C'est pas anodin, donc l'idée de vous faire un petit focus là-dessus. Donc juste rappeler pour le Ségur numérique, qu'est-ce que c'est? C'est 2 milliards d'euros d'investissement dans la numérisation du parcours de soins et du secteur de la santé au sens large, quand on parle de secteur de la santé, avec des investissements qui se répartissent à 1,4 pour les données de santé, enfin pour le secteur sanitaire dans sa globalité, et 600 millions d'euros dédiés spécifiquement pour le secteur médico-social et social sur les 5 années à venir. Et donc il vient en complémentarité du programme ESMS numérique qui a démarré un an plus tôt. Et l'objectif à terme, c'est de pouvoir accélérer le nombre de données échangées et le nombre de données partagées dans le DMP et la messagerie sécurisée de santé, mais pas que. Il y a aussi l'usage de l'INS, donc l'identifiant national de santé, et tous ces services et référentiels socles. Et donc, concernant la MS Santé, si on va sur la slide suivante... pardon, très rapidement, voilà, pour vous donner un peu l'articulation entre le programme ESMS numérique que vous devez connaître pour certains et le Ségur du numérique. L'objectif, voilà, il y a d'avoir 2 volets. Un volet qui va concerner le financement du volet logiciel et un autre sur la transformation à l'usage. Et donc, on a vraiment une articulation entre ce qu'on appelle le SONS, donc le système d'achat par l'État pour que vous puissiez mettre à jour votre DUI si vous en avez un
avec les mises à jour Ségur, comme on peut les appeler, et une aide à l'usage qui sera financée par le programme ESMS numérique pour atteindre des indicateurs d'usage cible, et donc aussi accélérer la transformation numérique dans vos établissements et services. Et ce que l'on peut faire, si on fait un parallèle aux autres couloirs, aux autres secteurs, c'est la possibilité d'acquisition dans le cadre du programme ESMS numérique ou de renouvellement d'un DUI si on souhaite le changer. Et donc avec des mesures aussi réglementaires qui viennent encadrer ces différents programmes et ces référentiels. Et dans le cadre du Ségur, il y a ce qu'on appelle un DSR, donc c'est un document qui permet de lister un certain nombre d'exigences que les éditeurs doivent répondre s'ils veulent être référencés Ségur et donc pouvoir vous proposer ces mises à jour. Et dans ces exigences, le maître mot, et ce qu'on a toujours essayé de faire, c'est de simplifier l'utilisation de ces services et référentiels socles en les intégrant le plus possible dans les DUI et que ça soit le plus transparent le plus transparent possible, au sein de vos DUI, au sein de vos outils métiers que vous utilisez tous les jours. Donc, c'est-à-dire, donc si on prend pour la messagerie sécurisée qui nous concerne aujourd'hui, c'est de la possibilité de pouvoir envoyer un document au travers de son DUI automatiquement, sans passer par un outil tierce qui obligerait à faire sortir le document, à l'enregistrer, à le mettre sur un mail et à l'envoyer. Là, l'objectif, c'est en un clic ou deux, j'ai mon document, j'ai mon compte rendu, j'ai mon projet personnalisé, je veux le partager à un autre professionnel qui possède évidemment lui aussi une messagerie sécurisée, je vais pouvoir lui envoyer directement au travers du DUI. Donc pour cela, et comme l'a évoqué Mathieu, certaines conséquences, en tout cas implications à ce mode de fonctionnement et cet usage de la MS Santé, qui peut se faire de cette façon-là, mais qui peut aussi se faire au travers d'outils tierces comme des webmails avec des boîtes aux lettres nominatives. C'est l'utilisation de ces fameuses boîtes aux lettres organisationnelles qui sont intégrées donc directement au sein du DUI et qui vont vous permettre d'envoyer les documents que vous allez générer, que vous allez valider au sein de votre outil métier. Donc après, en fonction de votre contexte local, au cas où vous avez ou pas déjà une messagerie sécurisée, certaines questions vont se poser, notamment la capacité de l'éditeur à pouvoir intégrer cette boîte aux lettres de l'opérateur, comme l'évoquait Mathieu, plusieurs opérateurs, et de pouvoir vous permettre d'utiliser de manière transparente et simplifiée l'utilisation de la MS Santé au travers de vos outils métiers. Concernant ce sujet d'opérateurs et d'éditeurs, je crois bien que Mathieu va vous l'évoquer sur le fait que il n'y aura plus cette complexité va s'effacer très, très rapidement au courant de l'année. Donc là, je crois qu'on laisse la place à Boot pour son retour d'expérience très riche autour de la MS Santé. Oui. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis chargée de projet SIRH. Il s'agit d'un nouveau métier dans le médico-social. Et en traduction, ça veut dire que je suis chargée de développer l'utilisation du dossier informatisé de l'usager au sein des établissements de phare 83. phare 83 est une association qui regroupe 20 établissements accueillant environ 840 enfants ou adultes déficients intellectuels. Il s'agit de structures médicalisées, comme des femmes ou SAMSA, de structures d'hébergement de type FH, FO, de structures d'accompagnement à domicile, type CESAD, SAVS, de structures en direction des travailleurs en situation de handicap, comme les ESAT, et de structures dans le secteur enfance, comme des IME. Nous sommes uniquement situés dans le Var et nous avons l'originalité de partager notre logiciel avec une autre association varoise qui gère à peu près les mêmes types d'établissements et qui accueille le même type de population. Donc, ce partage nous permet de mutualiser nos moyens, c'est-à-dire que je vais assurer les formations et les accompagnements qui sont nécessaires à l'utilisation et au développement du logiciel. J'effectue aussi le paramétrage afin d'avoir un outil qui soit le plus adapté possible à nos besoins. Et donc, nous avons imaginé mettre en place la messagerie sécurisée. Et pour ça, je me suis appuyée finalement sur deux forces. Celle du directeur général qui soutient et qui impulse très largement l'inscription de phare 83 dans le monde du numérique
et celle des personnels de terrain qui ont été très largement sensibilisés à la nécessité de sécuriser les échanges et plus particulièrement lorsqu'il s'agit de données sensibles concernant les personnes qu'ils accompagnent. Nos objectifs quant à la messagerie sécurisée, c'était d'envoyer au médecin un écrit pour préparer une consultation médicale, ou bien d'échanger avec la pharmacie pour les ordonnances des usagers, ou d'échanger avec les laboratoires d'analyse pour tout ce qui va être résultat d'analyse, d'adresser également à la MDPH des rapports de renouvellement ou des comptes rendus d'accueil temporaire, de recevoir également les comptes rendus d'hospitalisation et les intégrer directement dans la partie médicale du dossier de l'usager. Concrètement, ça veut dire que d'autres personnels que les personnels soignants auraient besoin d'avoir une messagerie sécurisée. L'été dernier, je me suis posé la question de la messagerie. J'ai fait une vague de recherche sur Internet, mais ça ne m'a pas permis de trouver facilement des interlocuteurs. Heureusement, je nous ai inscrits comme site pilote dans la Task Force PH. Ça, c'était début octobre 21. Et ça m'a permis à ce moment-là de comprendre les différentes articulations et l'énorme chantier qu'il allait devoir se mettre en œuvre et qu'il fallait se lancer. Donc, la première étape incontournable, ça a été de s'inscrire déjà auprès de l'ANS. Donc, ça, c'est avec des formulaires, le F301, le F101. Bon, c'est un côté très, très administratif, quelque peu chronophage, d'autant que nous n'avons pas eu de chance. Nous venons de déménager, donc les finesses entre le nouveau finesse et le finesse inscrit à l'ANS, ça ne matchait pas. Bref, quelques échanges et le problème est réglé. Donc, après, nous nous sommes appuyés sur l'éditeur du logiciel et sur la task force pour joindre un interlocuteur pour se faire aider dans la messagerie sécurisée. La chance que nous avons, c'est que l'ARS PACA finance une solution de messagerie médicalisée qui est gratuite, qui est homologuée par la MS Santé et qui s'adresse aux établissements médico-sociaux. Donc, cette solution s'appelle Medimail. Elle est déployée par le GRAD PACA et donc nous sommes passés par l'IEESS, ce qui veut dire Innovation e-Santé Sud. Alors, on a commencé très petit. Déjà, on a obtenu de l'aide pour créer notre boîte aux lettres Medimail. Donc, dans un premier temps, on a créé 2 adresses applicatives. Tout ça après quelques paperasses administratives, avec des questions qui concernaient surtout le domaine médical, c'est-à-dire qu'on parlait de patients, pas d'usagers, que les professions étaient des professions médicales, pas des professions médico-sociales. C'est pas grave, on a réussi à tout remplir et on a vu que finalement créer des adresses via Medimail, c'était relativement simple, mais par contre, on s'est posé la question pour tout ce qui était boîte organisationnelle, parce que d'un côté, on avait la CNIL qui semblait nous dire que tout ce qui était adresse collective n'était pas forcément pertinent, mais à côté de ça, nos intervenants sur site ont besoin d'avoir des informations et d'échanger des informations, qu'ils soient le personnel attitré ou qu'ils soient des remplaçants. Donc, pour l'instant, on met un peu de côté cette question-là parce que ça veut dire aussi qu'il va falloir gérer en interne nos annuaires de professionnels, ce qui va représenter du temps et qu'en plus, nous sommes actuellement dans des situations complexes au niveau du turnover ou du nombre de remplaçants sur nos structures. Donc, en parallèle de tout cela, nous avons, avec l'éditeur du logiciel, contacté le MIPI pour l'obtention d'un connecteur logiciel entre notre dossier usager et Medimail. Alors là, je ne peux pas vous expliquer parce que je n'ai pas tout compris. Mais le résultat, c'est que nous avons une connexion qui s'est mise en place. Nous avions imaginé aussi au départ pouvoir interfacer la messagerie sécurisée avec notre messagerie professionnelle. Après quelques recherches, on s'aperçoit que dans ce cas-là, il faut un moyen d'authentification forte.
et que l'authentification forte qui nous était proposée, c'était de passer par un smartphone. Vous imaginez bien que nous n'avions absolument pas envisagé d'équiper nos professionnels d'un smartphone. Donc, on a laissé tomber ce côté-là et on attend que ça évolue ou trouver d'autres solutions. Une fois qu'on a créé nos adresses, on s'est aussi posé la question de comment on allait administrer nos comptes Medimail. Parce que c'est sûr, au fur et à mesure que les professionnels sont recrutés, on va créer une adresse. Mais ça veut dire qu'il faut penser aussi à fermer les adresses de ceux qui sont partis et qu'il va falloir accompagner l'utilisation, même si c'est une messagerie qui est simple. Mais ça veut dire quand même qu'il va falloir prévoir un personnel pour cet accompagnement-là. Donc là, on est connecté à Medimail. À la première connexion, j'ai jeté un œil dans le carnet d'adresses et là, ça a été la déception puisque nos interlocuteurs habituels n'étaient pas encore avec une adresse Medimail. Bon, c'est pas grave, on continue à avancer. Donc, on a un logiciel qui se connecte via le connecteur, on a une adresse de messagerie sécurisée, il ne reste plus qu'à faire les tests. Donc, nous avons réalisé les tests avec l'éditeur du logiciel. Il s'agissait de prendre un DLU fictif, puisqu'il appartient à un usager fictif, qui s'appelle Madame Testine Séraphine. Et nous avons déjà commencé par qualifier l'INS de Testine, puis nous avons édité son DLU. C'est-à-dire que d'habitude, quand on édite le DLU, on l'extrait, il vient dans les téléchargements de l'ordinateur. Là, on a bloqué pour qu'il n'aille pas dans les téléchargements, mais pour choisir, grâce à un menu déroulant, de l'envoyer via la messagerie sécurisée. Une fois que vous avez cliqué en disant que vous voulez envoyer via la messagerie sécurisée, il suffit de compléter l'adresse du destinataire. Comme je ne voulais pas prendre de risque, j'ai choisi d'envoyer le DLU de Testine directement sur mon adresse. Donc, j'ai bien reçu un mail me disant que j'avais un mail sécurisé qui était arrivé. À l'ouverture de ce mail, j'ai pu récupérer en PDF le DLU de Testine. Donc, ça marche super. C'est hyper simple à utiliser et ça ne posera pas de problème dans l'utilisation au quotidien. Tout ce que je retiens de cette expérience, finalement, c'est que le logiciel que nous avons permet facilement l'envoi de documents via la messagerie sécurisée, mais qu'il va falloir penser à avoir un administrateur pour gérer les adresses et surtout réfléchir à quel type de professionnel pour quel type de professionnel il va falloir créer la messagerie sécurisée. Et puis, évidemment, il va falloir développer notre annuaire parce que si on n'envoie à personne, ça ne servira pas à grand-chose. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on mobilise nos partenaires pour qu'ils se créent une adresse. Et en conclusion, je dirais que phare 83 s'est totalement engagé dans cette démarche, même si nous ne sommes pas des professionnels de l'informatique, que nous ne maîtrisons pas tous les processus, mais on est vraiment convaincus de la pertinence des outils numériques et des bénéfices pour les personnes que nous accompagnons. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup, Claire. On ne t'entend pas, Mathieu. Je vois que tu es en train de pardon. Désolé. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Merci beaucoup. Effectivement, donc on le voit, il y a un sujet technique, mais a priori, avec les outils qui sont aujourd'hui développés, il a tendance à se réduire, cette difficulté. C'est un outil relativement simple, mais c'est quand même un sujet organisationnel parce que tout le monde n'est pas encore sur MS Santé. Donc, il faut effectivement dire à ses partenaires de rejoindre MS Santé. Et il y a un sujet aussi de gestion des boîtes parce que, effectivement, c'est un peu comme
lorsque vous avez lorsqu'un professionnel rejoint votre structure ou autre, il y a une gestion de l'ouverture de la boîte classique, etc. Et donc tout ce travail un peu RH d'ouverture et de fermeture des boîtes doit aussi être intégré dans la gestion dans la gestion du turnover de votre entreprise ou de votre structure, entreprise, mais voilà, c'est ça aussi qu'il faut voir dans ces contextes-là. Beaucoup de sujets quand même organisationnels, mais ça concerne aussi vos sujets métiers. Donc, globalement, le sujet technique a tendance à se résorber de plus en plus. Alors, en 2022, qu'est-ce qu'on prépare pour MS Santé? Alors, comme vous le savez, donc on l'a présenté, hein, Ségur numérique, gros travail sur le SMS numérique, effectivement, et évidemment MS Santé en tant qu'un des 4 services socles va être intégré à l'accompagnement, au déploiement autour des SMS numériques. Et donc, il y a un support qui va effectivement être fait par les équipes MS Santé et un travail accru auprès de ces établissements et au niveau des organismes gestionnaires. Maintenant, on a aussi vu, et c'est l'avantage d'avoir pu faire des pilotes en amont, c'est que, eh bien, c'est un peu ce qui était décrit par Claire, effectivement, c'est que il y a des relais de proximité, il y a des nœuds de coordination qu'on retrouve dans différentes régions, et ces nœuds de coordination, ils sont essentiels effectivement dans le partage et l'échange de données de santé. Aujourd'hui, ils ne sont pas pris en compte effectivement sur le Ségur, mais l'idée, c'est effectivement de quand même leur permettre, parce que si leurs collègues du sanitaire et leurs collègues du médico-social sont équipés, c'est important qu'ils puissent aussi le partager. Donc, on note effectivement parmi eux les DAC, les dispositifs d'appui à la coordination, qui ont repris de manière un peu générale, mais pour c'est aussi ils ont repris une partie de l'activité MAGA. Plus d'autres fonctions, et les MDPH, effectivement, qui sont des acteurs de la coordination qui échangent avec le sanitaire, le médico-social et social, donc qui sont importants aussi dans la démarche. Et souvent aussi les conseils départementaux qui portent un certain nombre de services médico-sociaux. L'idée, c'est que ces relais-là aussi qui travaillent à l'organisation et au travail et à la coordination des acteurs qui puissent être équipés, on veut pouvoir travailler avec. Ensuite, le dernier point en termes de cible, on a évidemment les usagers, les aidants. Mon espace santé est sorti, j'ai vu qu'il y avait des questions sur ce sujet, on en parlera tout à l'heure, mais mon espace santé, effectivement, aujourd'hui, le déploiement auprès de l'ensemble des citoyens qui le souhaitent, qui n'auront pas fait opposition, se généralise. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi échanger avec l'usager et son entourage pour pouvoir coordonner la prise en charge. Et enfin, tous ces sujets de cible, ça s'appuie sur le cœur du réacteur, hein, donc autour de plusieurs services qui sont mis à disposition par le national. Et l'idée, c'est qu'on travaille sur un parcours coordonné de ces différents services pour pouvoir rejoindre MS Santé ou d'autres services. Donc, l'idée, c'est de passer par RPPS+, donc pour ceux on en parlera très rapidement, hein, mais c'est effectivement l'enrichissement de l'annuaire national, du répertoire national des professionnels habilités à la prise en charge. Et donc, c'est la base de tout, effectivement, pour pouvoir échanger sur MS Santé, travailler sur le DMP, échanger avec les téléservices INSI donc pour récupérer l'INS qualifié, et effectivement, travailler sur tout ce qui est on a parlé tout à l'heure, Claire parlait de l'authentification forte, tous les sujets de ProSanté Connect et la dématérialisation de la carte CPS. Donc voilà ces grands enjeux aujourd'hui. Mehdi, je te laisse la parole. Hop, voilà, je te remets dessus, ça devrait être bon. Merci Mathieu. Oui, les actions là, comme l'a évoqué Mathieu, les actions sur différents typologie d'acteurs, pour revenir sur celui autour des ESMS et tout ce que l'on peut faire collectivement pour accompagner les établissements et services à utiliser l'AMS Santé, plusieurs volets. Déjà autour de la communication et la sensibilisation, on y est aujourd'hui avec ces webinaires sur la production aussi de supports, de fiches métiers. Et donc, il y a des cas d'usage qui sont formalisés par les équipes MS Santé pour donner du sens aussi aux outils et sur comment on peut les utiliser. Finalement, voilà, se dire
j'ai l'outil MS Santé, mais comment je l'utilise, avec qui, comment et pourquoi. On a tous ces travaux autour de la Task Force Ségur, donc c'est ce que je vous évoquais autour du Ségur et des exigences qui ont été écrites pour intégrer le plus simplement possible la MS Santé dans les outils et dans les DUI, donc en accompagnant aussi les éditeurs à y arriver et à vous proposer à tous des solutions les plus simples possibles et qui vous permet d'utiliser les services et référentiels SOC de manière simplifiée. Un accompagnement auprès des OG. L'équipe MS Santé accompagne 5 grands organismes gestionnaires d'EHPAD à l'équipement d'MS Santé. L'objectif est d'élargir cet accompagnement aux grandes OG à un niveau national. Et de manière générale, évidemment, les ARS aussi et les grades accompagnent toutes les OG de leur territoire à cet équipement-là et à l'accompagnement à l'usage au service et référentiel SOC, dont MS Santé. Et enfin, nous, agence ANS, on accompagne aussi les régions, on parle de régions, c'est-à-dire les ARS et les grades, pour leur mettre à disposition des indicateurs sur l'usage de la MS Santé, de participer avec eux à un certain nombre de comités et de réunions pour se synchroniser, pour vous proposer de la documentation aussi qui serait adaptée au niveau régional, aussi des webinaires au niveau régional et accompagner tous les établissements et services médico-sociaux et sociaux à prendre en main ces outils-là et à pouvoir les utiliser dans le cadre de leur quotidien et dans la prise en charge des usagers du secteur médico-social et social. Je laisse Mathieu décrire pour les DAC et les MDPH. Alors, pour les DAC et MDPH, on sait que sur le sujet DAC, tous les dispositifs d'appui à la coordination au niveau des départements ne sont pas encore tous formalisés. Donc, évidemment, c'est les équiper en fonction de l'émergence et donc de leur structuration. Donc l'idée, c'est on l'a dit, c'est des acteurs de la coordination, un rôle pivot. Et puis, ce qu'on a remarqué dans nos différents pilotes, c'est qu'ils avaient une parfaite connaissance des acteurs qui les entouraient et des manières de fonctionner avec les différents acteurs. Donc, c'est aussi ça qui facilite la construction la construction des cas d'usage et de l'organisation autour de la messagerie et d'autres outils numériques en fonction des besoins. Et quand on parle de effectivement permettre aux DAC de soutenir le déploiement MS Santé, c'est que évidemment on ne va pas leur demander d'aller équiper dans les structures, d'avoir cet apport technique, mais c'est qu'effectivement en tant que aussi coordonnateur et en tant qu'appui à la construction de l'organisation avec leurs partenaires, qui puissent aussi intégrer la dimension outils. Ça s'est vu dans certains départements et on a trouvé ça très intéressant. Bon, ça sera à la discrétion des différents territoires et en fonction de l'organisation de chacun, mais de pouvoir aussi intégrer la dimension outils quand ils font quand ils mettent en place les différentes organisations. Ça permet effectivement de remonter au niveau, donc on les a cités, les grades au niveau des régions, de remonter des propositions métiers. Le deuxième point, c'est les MDPH. Donc, c'est des acteurs, là, on les connaît depuis un peu plus longtemps, qui ont déjà bien avancé sur le sujet de la numérique, avec un SI MDPH qui est soutenu par la CNSA. Donc, effectivement, il nous semble essentiel de les intégrer parce que ils échangent avec beaucoup des acteurs autour et ils font partie de cette coordination. Et là aussi, c'est des potentiels diffuseurs, effectivement, qui peuvent promouvoir MS Santé en disant j'utilise MS Santé, j'aimerais que vous l'utilisiez aussi. De toute façon, c'est un gage de sécurité et par rapport aux différentes responsabilités, c'est important de sécuriser les échanges. Et puis, proposer MS Santé en complément d'autres services. C'est là l'idée d'intégrer MS Santé dans le SIMDPH, d'intégrer MS Santé dans les outils régionaux, etc. Et donc, on travaille à tout ça avec les MDPH pour le lancer. Est-ce que là, c'est de nouveau à moi ou pas? Je réfléchis, je crois que oui, c'est moi qui termine toute la fin. Ah non, il y a encore une slide juste après pour Mehdi. OK, donc des actions auprès des acteurs de proximité. Donc là, on est en train de réaliser un diagnostic auprès des DAC suite aux pilotes qu'on avait déjà pu faire. On regarde l'avancement des différents DAC.
On va travailler sur les outils existants aussi pour disposer d'un kit d'accompagnement adapté au DAC. Maintenant qu'on sait à peu près les cas d'usage, qu'on sait à peu près les besoins au niveau des DAC, et bien on va travailler sur le guide d'accompagnement directement au DAC qui sera diffusé auprès des régions. Et enfin, l'accompagnement sur la base de ce kit-là et de toutes les actions qui sont menées au niveau régional pour l'équipement du médico-social et social. On va ensuite sur la partie MDPH, on est un peu plus en retard sur la connaissance MDPH à ce stade-là. Donc, effectivement, on va travailler sur les retours d'expérience au niveau des MDPH qui sont déjà équipés. On va mettre en place des pilotes MDPH. Ce sera quelques-uns. On est en train de voir le nombre de pilotes qu'on va pouvoir mettre en place. Et ça va nous donner des retours d'expérience effectivement encore mieux formalisés. Et l'idée, c'est de généraliser le déploiement des MDPH en fonction de la feuille de route SI MDPH qui est menée par la CNSA. J'accélère un peu comme il est 52 et j'aimerais qu'on réponde aux questions. Quelques outils, il y a déjà des modules de formation qui existent déjà dans le médico-social. Donc, je pense que Justine va vous donner les adresses un peu pour retrouver ces outils-là. Des fiches pédagogiques, là aussi, sur différents cas d'usage qui peuvent être directement. On a les fiches usage pour les DAC, etc. Et puis, il y a des flyers de communication si vous voulez utiliser ces flyers-là pour communiquer sur MS Santé auprès de vos partenaires. Mehdi, je te laisse la parole sur la partie RPPS+. Rapidement. Oui, je vais très vite. RPPS+, qui est le portail qui permet aux professionnels qui n'ont pas de numéro RPPS d'en obtenir un. Donc, il y a encore quelques temps, c'était seulement les professionnels à ordre, ceux qui sont été enregistrés par l'ARS. Donc là, il y a une ouverture à l'accès aux services numériques en santé par le biais de ce portail RPPS+, et donc qui permet aux professionnels du médico-social et du social d'obtenir un numéro RPPS+, et qui permet, dans notre cadre, d'avoir une boîte aux lettres nominative MS Santé, et donc la possibilité de changer de manière sécurisée et nominative. Donc, monsieur Intel, éducateur, qui a sa messagerie sécurisée nominative pour pouvoir échanger avec les autres professionnels qui sont dans l'espace de confiance. Autre possibilité lorsqu'on a un numéro RPPS, c'est la possibilité d'activer une ICPS et donc de pouvoir se connecter à une authentification qu'on appelle ProSanté Connect, qui permet d'accéder à un certain nombre de services numériques en santé régionaux, nationaux, voire pour certains, auprès de leur DUI, et les éditeurs ont intégré cette possibilité d'authentification. Donc, concernant les actualités, voilà, il y a l'enregistrement des DAC qui va commencer, un certain nombre de rôles, donc c'est lorsqu'on identifie un professionnel, on identifie un rôle, qui sont déjà identifiés, et des documents qui sont disponibles pour pouvoir engager cette démarche. Donc, vous avez, si des questions, le mail pour aller un peu plus loin, et je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir le temps de répondre aux questions. Parfait, merci Mehdi. Donc, je me concentre sur les questions dans la partie questions, mais juste un petit des éléments d'agenda. Donc, il y a un prochain webinaire. On va passer directement aux questions, mais juste pour préciser, voilà. Mon espace, donc il y a plusieurs webinaires qu'on vous inscrit là. Sur la partie Mon espace santé le 24 mars, la task force opérateur MS Santé, donc le financement des opérateurs pour faciliter l'intégration des messageries dans les outils métiers, donc le 14 avril. Santexpo, on y sera présent, donc on présentera la partie opérateur et les cas d'usage, et la semaine MS Santé du 20 au 24 juin. Alors, passons au temps de questions-réponses. Je me concentre vraiment là-dessus, donc je prends depuis le tout départ. Donc, les services de santé au travail y ont-ils accès? Les médecins du travail, en tant que professionnels de santé et médecins, évidemment, peuvent se créer des boîtes nominatives. Aujourd'hui, par contre, se pose la question des structures de médecine du travail qui encadrent ça, parce qu'elles ne sont pas dans l'annuaire national. Et donc, on est en train de réfléchir à l'extension, effectivement, au service de santé du travail pour pouvoir les intégrer. Mais de base, aujourd'hui, comme les structures ne sont pas et dépendent souvent d'un autre code, c'est aujourd'hui compliqué de les intégrer à l'annuaire santé, mais on est en train de réfléchir, et notamment l'ouverture avec RPPS+, devrait donner des solutions là-dessus. Et d'un point de vue prise en charge, on est aussi en train de travailler en fonction des cas d'usage de la santé au travail pour voir comment on peut les intégrer. L'adresse MS Santé est-elle nécessairement nominative ou peut-elle être générique comme l'agence d'un PSAD par exemple?
Alors, non, ça dépend du cas d'usage et du besoin des professionnels qui sont derrière. L'idée, c'est effectivement, on peut avoir une boîte organisationnelle qui définit un service. L'important, c'est que la structure soit bien enregistrée dans l'annuaire pour pouvoir créer cette boîte organisationnelle. Et c'est en fonction du cas d'usage et des besoins de l'organisation de terrain qu'on fait le choix entre une boîte nominative ou générique. Effectivement, donc, comme on veut le voir, des services de cardiologie ou autres, ou même des structures qui ont une boîte organisationnelle centrale pour l'ensemble de la structure. Pour les équipes avec des médecins et des professionnels médico-sociaux, est-ce qu'il faut une boîte nominative pour le médecin et une boîte générique pour le reste de l'équipe? Pas de préférence là aussi. Ça peut être, on peut avoir une boîte générique pour le médecin et l'équipe. On peut avoir des boîtes nominatives pour tout le monde, à condition que les professionnels médico-sociaux et sociaux soient bien enregistrés dans l'annuaire. On conseille de commencer par la boîte organisationnelle si la structure est enregistrée. Ça permet de faire au plus simple. Mais globalement, là aussi, c'est en fonction de notre besoin et en fonction de l'enregistrement des professionnels. Mais le médecin peut également être responsable ou accéder à une boîte organisationnelle. Est-ce que les IPA, infirmières en pratique avancée, ont une adresse MS Santé? Si l'infirmière en pratique avancée, effectivement, est inscrite à l'ordre des infirmiers et qu'elle dispose d'un numéro RPPS, alors là, pas de problème pour avoir une adresse MS Santé nominative et qu'elle dispose donc bien du diplôme d'infirmier. Il n'y a pas de problème pour qu'elle également puisse accéder à MS Santé en fonction de son usage, évidemment. Quid des boîtes hors MS Santé type Outlook que les organisations utilisent pour les démarches administratives? Faut-il travailler avec les deux types de messagerie? Alors évidemment, les démarches administratives, pour nous, c'est pas de l'interprétation qu'on en a aujourd'hui, elles sortent un peu du champ MS Santé, d'autant plus que souvent les professionnels, pas les professionnels, mais les acteurs administratifs ne peuvent pas accéder à des boîtes nominatives ou autres. Donc effectivement, c'est un jonglage entre les deux. Il y a des solutions opérateurs qui permettent d'être assez transparentes et de tout réunir au sein d'un Outlook ou au sein de son outil pour qu'en fait, on ne voit pas trop la différence entre un mail qui vienne d'une messagerie classique ou d'une messagerie sécurisée. Donc, il faut se renseigner auprès de son opérateur et de son éditeur et de son DSI pour voir un peu comment on peut fusionner ces choses-là. C'est possible, mais effectivement, il faut savoir jongler entre les deux parce que tous les usages ne peuvent pas aller sur la messagerie classique et tous les usages ne peuvent pas aller sur la messagerie MS Santé. Une coordinatrice d'une CPTS ayant besoin d'échanger avec les professionnels de ville au sujet du schéma vaccinal peut-elle bénéficier d'une MS Santé? Sirène du CPTS concernée non trouvée. Alors, là, il faudra… effectivement, les CPTS ne sont pas encore enregistrés. Je ne sais pas où ça en est. Je me demande s'il n'y aura pas un sujet sur le finesse aussi pour les enregistrer dans l'annuaire. Aujourd'hui, il faudrait regarder le cas d'usage un peu plus dans le détail. Je ne pourrais pas vous répondre pour ne pas vous dire de bêtises. Effectivement, s'il n'est pas professionnel de santé, qu'il agit au sein du CPTS, qui n'est pas enregistré dans l'annuaire aujourd'hui, techniquement, c'est déjà compliqué de l'enregistrer. Et après, il faudrait voir sur la notion du schéma vaccinal, ce qui est échangé et comment ça se passe. Donc là, je ne pourrais pas vous répondre, mais il faudrait qu'on creuse un peu. Si vous souhaitez nous transmettre un mail, soit à Justine, soit à moi, on pourra vous renseigner derrière. D'ailleurs, pour toute question, Justine, si tu veux mettre l'adresse mail de contact pour nos équipes, ça peut être parfait. Étant éditeur logiciel pour plusieurs associations d'aide à domicile, est-ce que l'éditeur peut être l'opérateur MS Santé commun ou bien chacune des associations doit être son propre opérateur? Alors, je distingue vraiment la notion d'éditeur et d'opérateur. L'opérateur, c'est le fournisseur de services de messagerie. L'éditeur, c'est le fournisseur de l'applicatif qui soit est un outil métier, soit s'interface avec l'opérateur. Donc, à ce moment-là, effectivement, ça peut avoir plein d'opérateurs différents au niveau de différentes associations et l'éditeur devra s'interfacer avec les opérateurs. On est en train de travailler sur une interface commune qui va sortir pour les opérateurs là, dans 2 semaines, même un peu avant, pour que justement les opérateurs fournissent une interface standard pour tous les éditeurs. Il va fournir aussi les specs pour tous les éditeurs, mais globalement, ça peut être l'éditeur n'a pas besoin, entre guillemets, d'être opérateur. Il peut aussi le proposer s'il le souhaite, et proposer à ses associations de proposer ses services de messagerie. Et en soi, il faut distinguer les deux métiers. Il y en a un pour l'applicatif et l'autre pour le service de messagerie. Et donc, il faut savoir s'interfacer avec les différents opérateurs que vous pourrez rencontrer sur le terrain.
Je réponds assez vite pour pouvoir répondre un peu à tout le monde. Mais bonjour, savez-vous si les départements de PACA utilisent la solution Medimail? Bon, alors peut-être que Claire pourra nous répondre un peu plus, mais je crois que c'est bien déployé, je crois, en PACA. Oui, Medimail est présent en PACA. Et je crois même que les départements, alors les départements, je pense que peut-être c'est les conseils départementaux s'ils utilisent PACA, il faudrait le vérifier, j'ai pas les données, mais en fonction de leur enregistrement et des structures qui sont déclarées sous la responsabilité des départements, c'est possible que des boîtes aient déjà été ouvertes au niveau des départements, donc des conseils départementaux de PACA. Existe-t-il une interopérabilité depuis les données de espace santé vers les dossiers résidents des logiciels métiers afin de les intégrer automatiquement et d'éviter les ressaisies? Je pense que là, Mehdi, je pense que c'est le sujet du Ségur, effectivement, de pouvoir s'interfacer avec mon espace santé et donc le DMP, de pouvoir effectivement que l'outil métier puisse se connecter au DMP de mon espace santé et de pouvoir intégrer les données. Effectivement, c'est que ça se fasse directement depuis l'outil métier. Et il n'y aura pas de ressaisie ou de sortir les documents pour le faire. Donc voilà, c'est ce qui est demandé dans les exigences. Référentiels. Ouais, dans les référentiels d'exigence. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités prévues pour les internes au niveau des CHU? C'est assez problématique pour la communication en l'absence de praticiens seniors. Alors, il y a une boîte qu'on cache un peu parce que elle est faite pour les expérimentations, mais à la base, elle a été créée pour les médecins étrangers et les internes. C'est des boîtes de type 10. Il faut se renseigner auprès de votre opérateur. Normalement, vous pouvez créer des boîtes qui dépendent de l'organisation, des boîtes nominatives qui dépendent de l'organisation. Dans le médico-social, on les a beaucoup utilisés pour les expérimentations quand ce n'était pas encore faisable, mais je pense que vous pouvez vous renseigner pour effectivement ouvrir des boîtes pour les internes via ces boîtes de type 10. Ça s'appelle les types 10 comme le chiffre. Normalement, c'est une fonctionnalité prévue par les opérateurs MS Santé. Dans les ESMS, qui intègre les données médicales dans le dossier informatisé de la personne quand il n'y a pas de personnel médical, voire habilité, qui transmet les données médicales via la messagerie sécurisée en l'absence de ces professionnels habilités. Alors, il faudra voir les cas d'usage, en fait, tout simplement. Là, je ne peux pas vous répondre parce que dans les ESMS, globalement, on a essayé d'élargir assez largement l'éligibilité. Donc, il nous faudra un peu plus de détails pour savoir dans quel cas, dans un ESMS, on n'a pas de personnel médical habilité, parce que là encore, ce n'est pas forcément un professionnel de santé, ça peut être un professionnel médico-social ou social qui peut faire cet échange-là. Donc, ce serait intéressant d'avoir un peu plus de détails sur ce cas d'usage. N'hésitez pas là encore à nous envoyer un petit mail pour qu'on en discute. Bonjour, faut-il le professionnel, que le professionnel, j'imagine, faut-il que le professionnel extérieur ait la même solution de BAL sécurisée ou plus simplement une solution de messagerie labellisée MS Santé? Si c'est labellisé MS Santé, opérateur MS Santé, n'importe quel service fonctionne et c'est à nous de le garantir. Voilà. Bonjour, nos échanges avec les équipes RPPS+ font remonter quelques difficultés pour l'enregistrement des acteurs ainsi bénéficier des adresses MS Santé numériques. On est en phase de lancement. Je pense que les difficultés, là, on est un peu en phase de rodage pour RPPS+. J'espère que ça va s'améliorer. Ça doit s'améliorer de toute façon. Et globalement, ça devrait mieux fonctionner au fur et à mesure. Comment se passe l'envoi d'un message depuis DUI et boîte application vers adresse MS Santé citoyenne? Là aussi, c'est le Ségur qui a travaillé justement sur ces modalités. Et normalement, on a automatisé l'envoi depuis le DUI par boîte applicative vers les adresses MS citoyennes. Et donc, normalement, l'éditeur devra nous mettre à disposition un outil simplifié pour se connecter. Quand vous dites structure enregistrée, vous pensez à un numéro de finesse. Alors, pas seulement. Il y a les numéros finesse qui sont de base enregistrés, mais ça va être le cas aussi avec RPPS+, c'est que les sirènes peuvent être enregistrées dans l'annuaire et peuvent disposer de boîtes organisationnelles. Donc là aussi, vous allez normalement, le finesse va évoluer dans les quelques mois, années qui viennent pour être encore plus large. Mais effectivement, via RPPS+, vous devrez être en capacité à terme de pouvoir enregistrer un sirène. Donc, pas besoin d'un numéro finesse. Les boîtes MS Santé fonctionneront de même, mais l'idée, c'est de passer par RPPS+, pour s'enregistrer avec son numéro de sirène.
interopérabilité API Crypt. J'imagine qu'on parle de l'API Crypt V1, c'est-à-dire celle avant la V2, et la V2, API Crypt V2 est interopérable MS Santé. Et tous les acteurs qui disposent d'une API Crypt V1 ne sont pas interopérables avec MS Santé. Avec l'ensemble des autres opérateurs, il faut passer pour cela sur l'API Crypt V2, qui a les mêmes fonctionnalités, mais qui sera interopérable avec les autres. C'est le travail d'API Crypt qui est en train d'élargir justement ces acteurs-là. Est-ce que les opérateurs ont déjà intégré l'annuaire des professionnels via le RPPS+, les éditeurs DUI ont mis en œuvre cette fonctionnalité afin de trouver et identifier le récepteur. Oui, en soi, les opérateurs ont déjà mis en place ces choses-là. En fait, eux remontent l'ouverture des boîtes, que ce soit un RPPS+ ou un RPPS classique, si j'ose dire, ça fonctionne de la même manière, ils remontent les informations de la même manière à cet endroit-là. Globalement, si l'opérateur, s'il a un numéro RPPS ou RPPS+, ou autre, ou ADELI encore, même si on est en train d'enlever progressivement tous les ADELI, ça ne sert à rien de trop compter sur ADELI là pour les prochains mois et semaines même. L'idée, c'est d'aller, ça marche déjà, et les éditeurs en fait viennent récupérer l'annuaire tel qu'il est aujourd'hui et donc vont récupérer les adresses avec le nouveau numéro RPPS. Bonjour, y a-t-il des évolutions envisagées sur la sécurisation des échanges par SMS? Alors, pas par SMS, on vous déconseille, mais il y a effectivement des travaux sur les messageries sécurisées instantanées pour remplacer WhatsApp, si un jour ce sera possible. Je ne sais pas si ça sera possible de remplacer WhatsApp, mais on y travaille effectivement et il y a déjà des solutions en région. Et donc on devrait pouvoir avancer sur ce sujet. Et dernière question, si un document est envoyé via une balle applicative, ex-doc DUI vers le DMP, peut-on savoir qui est à l'origine de cet envoi parmi les pros? Alors, il ne faut pas confondre, parce que là, j'imagine que c'est un envoi automatique DUI vers DMP. En gros, alors normalement, ce qu'on a mis en place, notamment dans le sanitaire que c'est fait, c'est qu'un envoi automatique par balle applicative, il y a deux choses qui sont faites. C'est que dans le document, déjà, on a la personne qui a édité le document. Il y a toutes des notions pour retrouver la personne qui a édité ou le service qui a édité. Et pareil, quand on fait à l'émission par la boîte applicative, on demande dans le répondre à, c'est une notion qui existe dans les boîtes classiques, on demande d'afficher effectivement dans les boîtes, dans les répondre à, on demande de mettre le service référent de l'envoi. Donc en soi, globalement, il est possible techniquement de retrouver. Il faut juste que ce soit bien saisi à l'envoi du document. Voilà. J'ai essayé de répondre vite dans la mesure des temps. S'il y a d'autres questions, et je vois notamment dans le chat, s'il y a d'autres questions, on essaiera de les prendre et puis on essaiera d'y répondre par ailleurs. Je suis désolé qu'on doive terminer en rapidité comme ça. Mais en tous les cas, on a espéré que ça puisse bien se passer. On vous laisse effectivement donner votre avis sur ce webinaire. Ça nous fera plaisir d'avoir des bonnes nouvelles ou des mauvaises. Ça nous permet de progresser, évidemment. Et on se retrouve bientôt, effectivement, pour d'autres webinaires dès fin mars et même début mi-avril. Et en tout cas, n'hésitez pas à nous poser toutes les questions auxquelles on n'aurait pas répondu, que ce soit auprès de Claire, Mehdi, moi ou Justine. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Au revoir.